Plus de 1000 milliards de dollars de valorisation partis en fumée en quelques jours. Le software se fait massacrer. Adobe, Salesforce, Datadog, Figma, Microsoft, tous dans le rouge. Wall Street commence à douter d'un modèle qui paraissait pourtant intouchable depuis 20 ans. Est-ce que le SaaS est en train de mourir ou est-ce qu'on assiste simplement à la fin d'une rente ? On en parlera avec Pierre Entremont, partenaire chez First Capital. Pendant ce temps, autre chiffre vertigineux, 1250 milliards de dollars, c'est la valorisation de SpaceX après sa fusion avec xAI. Musk met sous le même toit les fusées, les satellites, l'énergie solaire orbitale et la capacité de calcul. Vision industrielle géniale ou tentative de verrouiller l'infrastructure mondiale de l'intelligence artificielle. On posera la question à Greg Gambato, toujours en direct de San Francisco. Et puis, il y a les Epstein Files, 3,5 millions de pages publiées, des emails, des rendez-vous, des conversations et des soirées douteuses. La Silicon Valley apparaît partout. On commence à voir l'envers du décor. Et une question devient centrale. La confiance dans les élites est-elle définitivement cassée ? On en débattra avec Angie Ismail, c'est notre correspondant à Mar-a-Lago, en Floride. Bienvenue dans Silicon Carnet, le plus grand talk show tech de France. En direct de San Francisco, l'émission commence maintenant. Désolé d'appuyer sur pause, mais si tu kiffes cet épisode, aide-moi en t'abonnant et en likant cette vidéo. C'est ce qui me permet de continuer à produire ce contenu en toute liberté. Alors on continue, mais tu likes et tu t'abonnes. Parmi nous, un invité de marque, Pierre Entremont. Je le dis à tout le monde. C'est le meilleur investisseur early stage de la place de Paris. Il a horreur que je dise ça, mais je le pense véritablement. Et un Greg Gambato dans ses petits souliers, parce que c'est aussi l'investisseur de Greg Gambato. Donc on va voir si tu fais le fanfaron aujourd'hui. Angie, Pierre, tu le connaissais ? On a dû se croiser, je pense, dans le passé, ouais. Vous êtes croisés, ok. Mais donc bon. Ça veut dire qu'il n'a pas investi chez moi, en gros. Non, le seul con qui investissait chez toi, c'est moi. C'est un con. Mon Dieu. Voilà, exactement. Pierre, il y a des participations croisées dans ce podcast. Il y a aucun conflit d'intérêt. Non, pas du tout. Il y a du conflit d'intérêt partout dans ce podcast. Pierre, on est ravis de t'avoir parmi nous. J'en suis d'autant plus ravi qu'on a fait un festin ensemble, un festin magique, légendaire, qui sort fin février, où j'ai mis autour de la table les VC parisiens et on a parlé de tech. Et je pense que, je le disais tout à l'heure, je crois qu'il n'y a jamais eu une conversation comme ça entre VC. Et merci d'avoir participé, merci d'avoir été franc, d'avoir été honnête et d'avoir... tout le monde s'est prêté au jeu. Tu étais accompagné de Stéphanie L'Hospital, Pascal Lévy-Garbois, Thierry Vandeval, Marc Ménassé et Fred Montagnon, qui jouait le rôle du business angel. Tu en as un bon souvenir, Pierre ? Ouais, c'était super. Alors c'est amusant ce format de dîner, parce que traditionnellement un dîner comme ça c'est plutôt détendu. Et alors qu'en fait, on n'est pas obligé d'avoir les mêmes avis, les mêmes points de vue, et ça peut vite tourner au débat un petit peu plus musclé qu'on n'a pas l'habitude d'avoir autour d'un repas. Donc c'est marrant. Il y a quelque chose effectivement très symbolique. C'est pour ça que j'ai appelé ça le festin d'ailleurs. Mais je pense que partager un dîner, ça nous met tous dans une posture très différente que quand on est sur un plateau de télévision ou dans un podcast traditionnel. Et ça, je trouve ça très intéressant. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé pendant ce festin. Donc, sortie du festin, c'est le numéro 6, fin février. Go yourself. 1000 milliards de dollars, je le disais en introduction, c'est ce que l'indice S&P 500 a perdu en une semaine. La partie software de cet indice, Adobe est en baisse de près de 40% sur un an. Salesforce a perdu 42% en un an. Ça me fait bien chier d'ailleurs parce que j'en avais du Salesforce. Et Figma s'est effondré de 85% depuis son introduction en bourse. Tout ça à cause de quoi ? À cause d'agents IA autonomes et notamment de Cloud Cowork qui est en train de tout bousculer. Le marché semble penser que l'intelligence artificielle va bouffer l'industrie du software. C'est une phrase qu'on entend. On a cette phrase qui Internet is eating the world, et puis maintenant on a l'intelligence artificielle is eating the software. La presse parle de SaaSpocalypse, de software Mageddon,
Et quand on regarde ce que les fondeurs ici à San Francisco, et on en parlera avec Greg Gambato, sont en train de faire avec les agents autonomes, OpenClaw notamment, on se dit que le SaaS à la papa est effectivement peut-être en train de vivre ses dernières heures. En tout cas, c'est bel et bien la fin d'un modèle économique qui a fait la fortune de la Silicon Valley ces 25 dernières années. Alors, je vous pose une question, peut-être on va donner la parole à notre invité en premier. Est-ce qu'on assiste à la fin du modèle SaaS ou est-ce que c'est simplement une correction de marché et la fin d'une rente qui a duré peut-être trop longtemps, Pierre? À mon avis, il y a plusieurs niveaux de lecture. Le premier, ça serait de dire panique à bord. Tout le monde va fabriquer son propre SaaS dans sa cuisine et remplacer Salesforce dans les boîtes du S&P 500. Bon, ça, je pense, c'est un petit peu, personne n'y croit réellement. C'est branché partout, c'est lourd, c'est compliqué, c'est cher, ça marche bien quand même, etc. pour faire ce que ça fait. Par contre, il y a le niveau du dessus de compréhension qui est ce que disait Jensen il y a quelques jours, le patron d'NVIDIA, c'est imaginez un robot humanoïde physique, il commence à interagir avec le monde et il a besoin de visser une vis. Bah, vous allez lui donner un tournevis, vous n'allez pas vous embêter à réinventer un tournevis alors qu'un tournevis, ça marche vachement bien. Donc, en l'occurrence, le tournevis, c'est Salesforce, SAP, Workday, etc. Donc, on imagine bien, on voit bien effectivement avec ce parallèle. Je trouve que c'est assez logique. On a suffisamment à faire à fabriquer le robot pour pas refaire le tournevis. Et une fois qu'on a dit ça, d'un côté, c'est un peu rassurant pour le tournevis. De l'autre, c'est angoissant pour lui parce que d'une part, parce que déjà la valeur du robot, elle est clairement supérieure à la valeur du tournevis. Et d'autre part, si à chaque fois qu'il y a un nouveau truc qui va être inventé, un nouveau besoin qui va se faire jour, il y a quand même moyen que ça tombe dans l'escarcelle du robot plutôt que du tournevis. Dessus, sur le SaaS, c'est un truc dont je me rends compte. C'est assez difficile de savoir tendanciellement ce qui va se passer. Je suis assez d'accord avec Pierre, mais moi, un truc que j'ai remarqué, c'est qu'un marché qui est mort, en tout cas, c'est sûr. C'est tous les SaaS pour des micro-besoins qui sont pas très adaptés à nous et qu'on paye très cher. C'est-à-dire, par exemple, les CRM pour VC. Il y a des CRM pour VC, tu payes 10, 15, 20 K pour un workflow qui sera jamais totalement adapté à toi. Et moi, j'ai un VC ici qui a un solo GP et il m'a dit, en fait, en 2 jours, je me suis fait un truc qui imite 100% de mes besoins. Et du coup, je sais que je vais devoir le maintenir, etc. Mais c'est un outil sur lequel je suis toute la journée. Du coup, 1, j'économise de l'argent. 2, le truc est mieux que ce que j'avais avant. Je sais pas dans quelle mesure ce sera vrai pour tous les VC. Peut-être que quand t'as trois partenaires que tu vois 1500 founders par an, etc., tu te dis que 15 000 euros, t'en as rien à faire. Non, mais c'est surtout que c'est un marché qui est ridicule, qui est tout petit. Moi, je pense que la problématique, elle va bien au-delà. Et imagine moi, je pense à tous les trucs comme Calendly, des trucs comme ça. Moi, j'ai un fondateur qui m'a dit, j'ai complètement arrêté ce genre de truc. Maintenant, je l'ai fabriqué tout seul dans une application de vibe coding, ça marche super bien et j'ai plus à m'emmerder avec ce genre de truc et j'ai économisé ce truc quoi. Alors après moi l'économie elle est pas sur les $29 parce que moi honnêtement passer une journée à vibe coder un truc pour économiser $29 par mois, je trouve ça complètement con. Parce que si tu as toute ta stack et que tu dois mettre à jour des choses, etc., et le matin tu te lèves et tu commences par 1 heure de mettre à jour tes softwares, tes 42 softwares pour économiser $800 par mois, ça vaut carrément pas le coup. Mais en tout cas, sur des besoins très spécifiques, etc., déjà, je vois déjà cette tendance. Je suis assez pas d'accord. Je pense dans l'ensemble, je pense que les bourses, en fait, on le voit tout le temps, ça surréagit beaucoup, et les investisseurs mettent tous les œufs dans le même panier. Donc, toutes les stocks vont se faire complètement shorter. Enfin, ça va baisser. D'ailleurs, aujourd'hui, on en parle là, mais tu vois, là, je suis sur Robinhood et je vois que t'as par exemple Shopify qui est à moins 10%, Apple qui perd 5, Datadog 5, etc. Donc en fait encore aujourd'hui là pendant qu'on enregistre, c'est encore les soldes. On enregistre le 12 février. Ouais. Et je pense que vraiment il y a alors on peut parler des fondamentaux des stocks et de leurs revenus et de comment est pricé une stock. On peut revenir dessus, mais dans l'ensemble d'opposer l'AI et le software traditionnel, je pense que c'est une erreur. D'ailleurs, ce qu'adore une AI, ce qu'adore un agent, même OpenClaw, quand tu vas l'utiliser, c'est de lui fournir une API extrêmement documentée qui va lui permettre de faire quelque chose. Donc, par exemple, Twilio. Twilio, c'est oversold, comme on dit. Twilio, c'est une API qui te permet d'envoyer des textos. Pour construire cette API,
t'as besoin de communiquer avec tout un tas de serveurs de téléphonie, de créer des numéros de téléphone, de faire at scale de la delivery de textos. On sait que c'est super dur parce que t'as des filtres spam, etc. Et donc Twilio, c'est typiquement le genre de boîte qui va cartonner dans l'AI economy, pour moi, dans l'agent first economy, parce que c'est une plateforme que tu utilises très peu, mais qu'un agent va exceller avec ça, pour faire du A/B testing de texto, pour faire tout ce que tu veux. Donc, ce que tu veux dire par là, c'est que les éditeurs de logiciels qui sont aujourd'hui l'interface privilégiée des utilisateurs, c'est ceux qui vont souffrir le plus. Ceux qui ont une position un peu déjà invisible comme Twilio ou d'autres avec des API super documentés vont se régaler, quoi. Ouais, c'est pour ça peut-être en fait, d'ailleurs que des boîtes comme Snowflake vont très très bien. Hein, exactement. Snowflake, Datadog, Databricks, etc. Mais après, tu peux parler aussi de Salesforce, tu peux parler aussi de ServiceNow, de Workday, même SAP. C'est des boîtes en fait qui ont construit des choses qui non seulement sont difficiles à remplacer dans l'entreprise. Et là, je suis d'accord avec Greg sur le fait que dans la Silicon Valley et même moi en étant à Miami, en fait, on vit dans une bulle Twitter où en fait on a l'impression que c'est la fin de software, alors que les entreprises sont à des années-lumière de commencer à utiliser de l'OpenClaw, par exemple, ou même déjà de l'agentic. Enfin, c'est pas possible. Mais surtout, pour revenir sur un SAP ou un Salesforce, ils ont construit des systèmes of records, comme on dit, qui ont de la donnée sur 20, 30 ans d'une entreprise. Et c'est ça, en fait, que l'agent va consommer. Et ces entreprises-là sont en train de construire leur modèle d'IA, enfin, soit leur modèle, soit leurs agents plutôt. Et donc, je pense véritablement que aujourd'hui c'est les soldes et qu'il faut gentiment acheter des stocks de software ou plutôt des index pour voilà. J'entends encore des entrepreneurs me dire que créer son entreprise en 2026, c'est un parcours du combattant et c'est pour ça qu'on s'est associé à Conto cette année encore. Conto, c'est la meilleure solution pour créer son entreprise gratuitement en ligne. Ils soutiennent Silicon Carnet depuis longtemps, je les adore, c'est ma startup française préférée. Leur produit est super simple à utiliser, tu choisis ton type de société, tu avances étape par étape et tout est centralisé au même endroit. Mais ce que je trouve vraiment génial, c'est l'accompagnement qu'ils proposent aux entrepreneurs. Tu peux confier toutes les démarches à leurs équipes, dépôt de capital, publication de l'annonce légale, immatriculation. Ils s'occupent de tout pour toi. Du coup, t'es jamais seul. Les équipes Conto sont disponibles 7 jours sur 7 et tu bénéficies de 30 minutes d'échange avec un expert pour structurer ton projet, éviter les erreurs classiques. Résultat, plus de 600 000 entrepreneurs leur font déjà confiance et une entreprise sur 5 en France qui se crée aujourd'hui avec Conto et c'est pas un hasard. Si tu envisages de te lancer cette année, commence par te simplifier la vie en choisissant Conto, ça s'écrit QONTO.com. Allez, retour à ton épisode. Alors, je montre ce graphique quand même qui montre à quelle vitesse vont les boîtes qui sont AI natives en comparaison avec les autres boîtes qui ne le sont pas. Ce que je pense c'est ceci une des raisons pour lesquelles aujourd'hui les investisseurs sont en train de se poser des questions. C'est que la vitesse de go-to-market, la capacité à aller chercher un milliard de dollars a été accélérée pratiquement par 50%. Donc comparé à des boîtes classiques et traditionnelles. Donc ça montre bien que ces outils-là sont créés plus vite et rencontrent plus vite leur marché, non, Pierre? Évidemment, on peut toujours soupçonner les marchés d'aller trop vite, etc. Mais là, il y a quand même un changement assez dramatique, et d'autant plus que on peut se dire les boîtes historiques, les Salesforce, etc. C'est eux qui vont construire ces nouveaux trucs AI qui vont mettre par-dessus. Pourquoi pas? Sauf que ces nouveaux trucs AI, c'est toujours pareil, pour les construire, il faut des gens brillants, motivés, etc., etc. Et les gens brillants, motivés, en ce moment, comment tu fais pour les garder quand tu es chez Salesforce? Alors déjà, tu es une boîte qui existe depuis 20 ans, les mecs brillants, les talents et tout, ça fait un moment qu'ils sont plus là. Mais à supposer que tu en avais encore quelques-uns, quand ils ont leur equity qui est divisé par 2, que y a pas vraiment de perspective pour qu'elle remonte, alors qu'en face, n'importe qui se balade dans la vallée est capable de dire si ça se trouve, viens chez moi et soit je suis une petite boîte et viens chez moi et tu seras un milliardaire dans un an si t'es une star, ou alors je suis une grosse boîte, je suis Anthropic ou autre, viens chez moi et tu te seras fait 5-10 millions d'ici 2 ans et garanti. Et en gros et donc pour ces gens-là, c'est ces gens-là qui ont le talent pour fabriquer ces produits qu'on met par-dessus, qu'il s'agirait de mettre par-dessus le software tradi,
le deal semble, enfin, je vois pas pourquoi est-ce qu'il resterait chez Salesforce, en fait. À supposer qu'ils y soient. Et Mais je vois encore moins pourquoi il a un vrai point là, Greg. Hein. Nous, on le voit ici à San Francisco. Je ne vois que des drop-out. Tout le monde est en train de se barrer. On avait Carlos Lozano dans le précédent épisode où on a parlé de Cloudbot. C'est effectivement un drop-out de Salesforce. Le mec a bossé, c'est lui qui a mis en place à l'époque Einstein, qui est devenu ensuite Agentforce. Donc c'est pas un pied nickelé. Hein. Le mec, il a bossé à tous ses projets. Ça fait 15 ans qu'il bosse là-dessus. Ben, il s'est barré. Et exactement pour la raison que donne Pierre, c'est qu'il voit le cours parce que leur rémunération, elle n'est pas simplement en salaire, même si le salaire est conséquent, mais surtout en stock option, et qui regarde le stock, je le montre là de Salesforce depuis un an, c'est la cata. Et qu'est-ce qu'il a été rejoindre? Il a été rejoindre un lab avec des drop-out eux aussi de DeepMind qui sont en train de fabriquer un nouveau modèle. En fait, c'est une guerre des talents, hein, cette histoire-là, et une guerre aussi. Il y a cette petite musique que tu entends peut-être aussi, Greg, dans la Silicon Valley, qui est de dire c'est le moment de devenir des millionnaires ou des milliardaires multigénérations, parce que si on va au bout de l'intelligence artificielle, il y aura peut-être plus d'occasion de devenir ce genre de multimillionnaire. Deux choses déjà. Faut savoir qu'il y a j'étais à un dîner hier soir et avec des mecs brillants qui ont levé des boîtes, qui ont levé 200-300 millions, qui ont fait des exits à plusieurs centaines de millions, donc je sais pas pourquoi j'y étais, hein, mais. Pas des moldus. Pas des moldus. Et eux, ils ont vraiment une angoisse existentielle. Ils disent, mais en fait, le niveau monte en permanence et est-ce que je vais pas disparaître, tu vois. Donc juste pour dire qu'il y a quand même cette angoisse existentielle, même chez les gens qui gèrent des boîtes aujourd'hui, qu'on peut considérer comme le futur, tu vois. Et donc ça, c'était pour le côté un petit peu Doomland. Mais la deuxième chose que je trouve hyper intéressante, c'est sur la guerre des talents. En fait, on arrive à un stade qui est assez terrible, où en effet, ce que font aujourd'hui les gros labs, c'est qu'ils vont voir des boîtes, ils les proposent de les racheter, parce qu'aujourd'hui, acquihire, c'est beaucoup plus rapide. Donc, ils rachètent 100% en stock. Donc, c'est des deals à 20, 25, 50, 100 millions. Et il y en a beaucoup, en fait, qui sont pas du tout déclarés. Et vous savez ce que font les labs? C'est qu'ils demandent de discuter avec tous les gens de votre équipe. Et une fois qu'ils ont discuté avec tous les gens de votre équipe, ils disent on veut lui, et voilà l'offre en stock. Et donc parfois le CEO il dit attends, mais moi tu vas pas prendre 25% de mon équipe, me filer des stocks qui font que mes VC font x0,5 ou x1. Enfin ma réputation, mon équipe. En gros, je me grille auprès de mes invests, je me grille auprès de ma team. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, il y a certains entrepreneurs qui ont pas ces scrupules-là, hein, je peux te le dire. Oui, sauf que ceux qui ont ces scrupules-là, vous savez ce qu'ils font? Non. Bah comme ils ont audité tout le monde, ils ont les numéros de téléphone de tout le monde, ils recrutent directement les mecs. Et donc, t'as des boîtes qui ont refusé des offres d'achat. Et ce que je veux dire, et qui sont partis. Donc, je veux dire, c'est que cette guerre des talents, on dit, il y a des gens de Salesforce qui partent, même dans des belles boîtes aujourd'hui qui arrivent pas à avoir la croissance des autres, elles arrivent quand même à se faire démanteler. Et du coup, pour moi, on est arrivé un peu à un point dans la guerre des talents qui en devient presque même problématique. Tu vois. Mais pour rebondir sur les talents, t'as même le problème dans les labs. Là, chez Anthropic, donc il y a le Head of AI qui est parti il y a 2 jours. Et ouais, j'ai vu ça. T'as vu la lettre qu'il a envoyée? J'ai vu la lettre. Elle est donc, cryptique. Tout à fait. Et en fait, c'est l'anxiété dont tu parles, l'anxiété AI. Donc en fait, t'as les gens qui sont dans les boîtes type Salesforce qui se disent il faut que j'aille faire le milliard ailleurs. Et t'as les gens qui sont déjà ailleurs et qui se disent en fait, je suis en train de remplacer tous les jobs. Existentiellement, je peux pas faire ça et il faut que je me barre. Donc de toute façon, et San Francisco on le voit. Et en effet, pour ajouter sur Greg sur les acquihire, ils demandent même aux boîtes de leur filer la donnée de 4-5 ans de données de tes emails, de tes Salesforce, de tes tickets linéaires, etc. Dans la due deal. Ouais, pour entraîner des modèles sur la création de startups from scratch. Je pense. Enfin voilà. En tout cas, il y a des offres qui se font avec non pas l'asset, mais avec la donnée de la startup. Et ça se trouve la startup elle est allée nulle part. Et il y a quand même des offres qui partent sur ça. Donc pour dire à quel point c'est fou cette guerre des talents et de la donnée à San Francisco. Ouais. Alors on regarde les chiffres. Regardez par exemple ce graphique là, c'est celui des ventes de software. Les ventes de software, elles ont progressé de façon à peu près constante depuis 2023. Elles avaient progressé avant et puis ensuite il y a eu une chute début 2023 et elles recontinuent à progresser. Mais on voit que là, il se passe quand même quelque chose sur ces derniers mois. La tendance, les ventes de software sont en train de baisser.
Et quand on regarde les multiples, c'est très intéressant aussi. C'est que il y a eu cette période complètement tarée pendant 2020, 2022 où on valorisait les boîtes à des multiples qui étaient presque à x17, 17 fois le revenu. Aujourd'hui, on est tombé au plus bas. On est à x3,9. Donc on est passé 2021 à x17 à aujourd'hui x3,9. Une chute assez importante. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que, Pierre, que justement, les investisseurs de Wall Street ne croient plus dans ces éditeurs de logiciels traditionnels, malgré le fait qu'ils fassent du revenu. On l'a vu, le revenu, il progresse, même si là, sur ces derniers mois, il y a un petit décrochage, mais en tout cas, il est plutôt constant. Ça, c'est la démonstration qu'aujourd'hui, l'avenir n'est plus du côté des éditeurs de logiciels traditionnels. En tout cas, c'est la vision que les investisseurs de Wall Street ont. Oui, pour le coup, c'est assez facile à lire. C'est qu'il y a littéralement écrit dessus la notion de multiple en multiple des profits. C'est quand tu achètes une boîte 10 fois les profits, en gros, c'est que tu penses que jusqu'à ce qu'elle meure un jour, cette boîte, elle produira, en termes de machine à fabriquer du cash, 10 fois l'équivalent de 10 fois ce qu'elle produit en une année. Modulo, correction de l'inflation, etc. Mais en gros. Ça veut dire que tu te penses que, par exemple, un Salesforce, avant qu'il meure totalement, il lui reste, même s'il se passe un événement, pendant 10 ans, il va continuer à créer du profit, c'est ça? Ouais. Quand tu payes 10 fois, quand tu payes un multiple de 10 fois, en très très gros, avant le prise en compte qui est importante de l'inflation et tout, si tu payes 10 fois, c'est tu dis, bon, à la louche, ce truc-là, cette machine a craché de l'argent, elle va continuer à tourner pendant 10 ans, et puis après, elle va s'arrêter. Donc, je la paye 10 fois. Donc là, ils sont en train de dire 4 fois. Donc, c'est-à-dire 4 ans. 4 ans, ou alors 8 ans à mi-régime, ou 16 ans à quart régime. C'est un peu l'idée. Et c'est pour ça que moi, ça me paraît pas complètement dingue. Alors, après, savoir si le bon endroit pour le curseur, c'est 4x ou 6x ou 7x, j'en sais rien. Mais tendanciellement, que ça prenne un coup dans l'aile quand tu as des nouvelles boîtes géniales qui sont natives de cette nouveau paradigme technologique qui est plus important que Gutenberg et la vapeur réunie. Bon, ça me paraît pas fou, quoi. Et ce qui est dingue, c'est que quand on regarde ça et qu'on regarde ça par rapport au multiple de flux de trésorerie que je vous montre, c'est que c'est des boîtes qui effectivement leur trésorerie, elle va très très bien. Elle continue de faire des profits de façon assez incroyable. Et le multiple baisse, continue de baisser, malgré les profits qu'elles sont en train de faire aujourd'hui. Donc là, Angie, je te rejoins dans ce que tu disais tout à l'heure. Peut-être que Wall Street se trompe, parce que on a des boîtes qui, malgré tout, font du revenu, qui ont de la trésorerie. Peut-être que ces boîtes-là ne sont pas non plus les derniers des débiles, et que la révolution de l'IA, en tout cas, moi, pour parler avec certains de ces éditeurs de logiciels, c'est pas un truc qu'ils mettent dans un coin, dans un tiroir en bas à droite. Hein. C'est vraiment leur priorité, et que compte tenu du niveau de trésorerie, c'est peut-être effectivement, comme tu dis, les soldes. Enfin, à moins qu'on considère que ces gens-là n'ont pas compris la révolution de l'IA, mais j'ai pas l'impression que ce soit le cas, Angie. C'est juste pour faire le parallèle avec ce qui s'est passé l'année dernière avec la sortie de DeepSeek. Si vous vous rappelez, DeepSeek sort, Wall Street baisse, complètement, tout est shorté, Nvidia notamment. Les logiciels software, on se dit ça y est, les Chinois vont faire de l'open source donc gratuit, et ça va remplacer l'ensemble des softwares. Et c'est exactement ce qui se passe là. On a déjà on a la conjonction économique, ou la conjoncture économique qui est pas bonne. On a les chiffres du hiring aux États-Unis, etc., qui sont pas bons. On a Anthropic, en effet, Anthropic a sorti des modèles exceptionnels avec plein de tools qui en effet peuvent faire beaucoup du travail qu'on fait avec des SaaS, et on a OpenClaw. Et donc en fait, tous ces facteurs disent on n'a plus besoin des logiciels. Mais quand tu regardes par exemple dans les chiffres, et notamment tu as une image ici qu'on pourra montrer, tu sais, avec l'ensemble des stocks, l'ensemble des boîtes, et ce qu'ils ont perdu depuis le début de l'année. Et tu vois, une boîte comme Cloudflare, les agents, ils ont besoin de ça. En fait, comment tu diffuses sur le web? Donc, tu vas pas créer un agent chez toi qui va gérer les protocoles, les DNS, etc. Même Datadog.
Même Bien Datadog, sûr. moins 18% pratiquement. Datadog, Voilà. c'est pas logique Voilà. parce qu'on peut pas comparer un Datadog ou un Snowflake moins 21,58%. Là, je comprends pas effectivement Ouais. avec un autre Figma je sais pas, peut-être, tu vois. Figma peut-être Figma qui est effectivement. plus applicatif et voilà. Mais après, je suis d'accord avec Pierre sur le sujet de les marchés corrigent et c'est pas mauvais. Par contre, c'est peut-être une question aussi pour Pierre et toi, Carlos, comme t'es invest, c'est ok, mais alors pourquoi les privés continuent à payer 20, 30, 40 fois, 50 fois? Enfin, les valos sont délirantes en Ils privé. continuent pas. Anthropic là, 300 milliards. Mais non, mais c'est pas les mêmes boîtes. Je vous montre ce graphique-là. Effectivement, le pool software, il augmente en fait. Le total addressable market, il augmente. C'est simplement que les SaaS sont en train de baisser, mais on voit le marché des agents, eux, augmenter. C'est-à-dire qu'en gros, effectivement, l'IA est en train de bouffer le software traditionnel qui n'a pas cette legacy et sur lequel on ne pourra pas brancher, qui a des données qui ne sont pas publiques, qui ne sont pas automatisables et sur lesquelles les agents ne pourront pas aller travailler peut-être. Pierre, Et un commentaire. moi, il y a un truc que je vois dans notre portefeuille, mais vraiment très très massivement en ce moment. On a 5 cas en même temps et les 5 se portent bien. C'est des gens qui s'intéressent à des domaines dans lesquels il y a ces vieux logiciels. Donc, dans un cas, c'est dans les hôpitaux, les ERP pour hôpitaux. Dans l'autre cas, c'est Workday, donc le ERP pour les ressources humaines dans les grosses boîtes. Dans l'autre cas, c'est Salesforce et ainsi de suite. Et à chaque fois, tu as l'idée que au début, ils se sont dit tiens, et si on allait remplacer ces vieux logiciels lourds, débiles, chers, etc. En fait, ils se rendent compte que ces logiciels-là, c'est comme le tournevis de tout à l'heure, là, ils font bien leur travail, ils font ce qu'on leur dit, ils sont plugués partout, c'est très difficile à débrancher, ça va être un chantier pas possible. Mais par contre, ces logiciels-là, ils sont opérés par dans les boîtes des dizaines d'humains. Et que par contre, ces humains-là, ils sont méga faciles à remplacer par des robots. Et du coup, il vaut mieux. Du coup, tout le monde se dit, bah, on les laisse les vieux logiciels là, on les laisse tranquilles. Ce qu'on remplace, c'est l'humain qui s'en sert. Ouais. On a mieux à faire, on a plus de valeur à créer là. Et là, ça se vend hyper bien, ça boom, etc. Et puis peut-être que chemin faisant, dans 2-3 ans, le vieux logiciel du bas, on lui fera la peau à l'occasion, mais c'est pas prio quoi. Les agents IA, c'est génial, mais on aura toujours besoin d'humains. Et c'est pourquoi je voulais vous parler de notre partenaire, Digital Selection. C'est un cabinet international d'executive search spécialisé dans les startups et les scale-up technologiques. Je les connais super bien. François Lejoly, le CEO de Digital Selection, est un ami de longue date avec qui j'ai travaillé régulièrement aux US comme en Europe. Ils accompagnent déjà de nombreuses entreprises tech dans le recrutement de dirigeants clés, que ce soit des CEO, des C-level ou des managers stratégiques. Et là où ils font vraiment la différence, c'est qu'ils connaissent parfaitement le modèle cross-border Europe-États-Unis. Ils ont d'ailleurs des équipes sur les 2 continents. Bref, si vous cherchez des talents américains ou européens pour structurer et accélérer votre croissance à l'international, je vous invite vraiment à contacter Digital Selection. J'ai mis le LinkedIn de François dans les notes de l'émission. Allez, retour à votre épisode. Ce qui pose une question existentielle sur le modèle économique du software et du SaaS qui a été longtemps basé sur le nombre d'utilisateurs. Mais si vous avez une IA qui peut se connecter à un produit et faire tout le travail, pourquoi est-ce que vous avez besoin de 1000 utilisateurs dans votre entreprise pour avoir accès à cet outil alors que et donc d'acheter 1000 licences pour utiliser cet outil? Donc la tarification par utilisateur, elle a plus d'avenir, non, Greg? C'est puisque à la limite, comme dit Pierre, on peut laisser ces logiciels, sauf que on n'a plus besoin de 1000 utilisateurs pour les utiliser. Il suffit d'une batterie d'agents bien paramétrée et point barre. Il va falloir changer le modèle économique aussi basé sur les seats, en fait, sur le nombre d'utilisateurs, non? La tendance que je vois moi, c'est que les gens ils tolèrent de moins en moins de payer un abonnement et qu'ils sont de plus en plus ok pour payer à l'usage. C'est-à-dire de la même façon que tu payes. Alors t'as des offres qui sont en abonnement, mais quand tu commences à vraiment faire des choses sérieuses avec des tokens, donc avec OpenAI, Claude Code ou whatever, tu payes à l'usage. Et il y a beaucoup de gens qui disent en fait, moi j'ai envie de payer à l'usage. Et du coup j'ai l'impression que c'est un petit peu le grand retour du fait de payer à l'usage. Le problème c'est que ça arrange pas les boîtes de software en termes de prédictabilité. Et il y a quand même beaucoup de boîtes de software qui ont des valos entre 50 et 500 millions. En tout cas que je connais personnellement, au-delà j'ai pas les infos.
qui me disent qu'ils peuvent avoir sur leur site, ils peuvent avoir 20, 30, 40% des utilisateurs en fait qui utilisent pas le logiciel, tu vois. Et je connais même des boîtes qui ont déployé sur des contrats à 3 ans, et pendant 3 ans, il y avait genre un usage quasiment nul du logiciel. Et c'est des boîtes qui finissent par ne plus arriver à grandir, etc. Mais il y a beaucoup de boîtes qui se sont construites là-dessus, quoi. Aujourd'hui, pour arriver à justifier qu'on ne paye pas à l'usage, il va falloir avoir une sacrée proposition de valeur, je pense. En termes de créativité, Angie, il y a peut-être aussi le fait que ces logiciels de SaaS vont devenir peut-être des prestataires de services, c'est-à-dire qu'ils vont prendre le contrôle de l'économie de service. On commence à voir déjà ce genre de choses arriver, non, Angie? Ouais, tout à fait. Bah, déjà, c'est un angle d'attaque pour les startups. Tu sais, on se pose toujours la question de comment on va créer de la valeur dans un monde IA, etc. Et donc, il y a ce sujet d'aller beaucoup plus profond dans la chaîne de valeur, en fait, d'avoir la responsabilité du service rendu, livré. Tu vois, donc, si tu fais compta AI for accounting, donc pour les comptables, tu vas essayer de livrer le truc qui est auditable à la fin. Et tu vas limite prendre une responsabilité dessus. T'as des boîtes qui marchent super bien sur, par exemple, de la taxe et qui vont dire si jamais l'ARS, donc les impôts aux États-Unis, viennent te demander des impôts en plus et que c'est nous qui avons déclaré que tu devais payer tant, alors on va te rembourser. Donc t'imagines que la startup, elle va prendre sur son dos la responsabilité du livrable. Et ce qui est aujourd'hui, jusqu'à maintenant, c'était des choses qui étaient réservées à des très grosses boîtes, tu vois, à des Accenture, à des Deloitte, etc. Et donc, en effet, dans tous les verticaux, ce qu'on voit, c'est cette idée de dire d'aller beaucoup plus profond. Mais ceux qui sont quand même le mieux armés pour le faire, parce qu'ils ont les équipes, ils ont le savoir-faire, ça reste les grosses boîtes de software. Et je pense que ils vont sûrement petit à petit rendre leurs sites, donc leur usage, basé sur justement la consommation plutôt de la donnée et plus du tout sur la consommation de la mensualité du logiciel, et ajouter à ça un espèce de gros tu vois, pricing du service, et ça va être du bon gras pour eux, quoi. Il y a un angle que je trouve intéressant pour répondre à ces questions qui fera une excellente transition vers ton sujet suivant, Carlos. C'est donc, si la question c'est de savoir ces vieux logiciels tradis, SaaS, comme on dit, est-ce qu'ils ont un avenir ou est-ce que ça va s'évaporer la semaine prochaine? Hier soir, donc le 11 février, il y avait Elon qui a publié le All Hands de xAI, donc c'est normalement un événement interne, et il a décidé de le rendre public. Et donc c'était évidemment brillant et super intéressant. Et ce qu'il présentait, c'est les 4 parties, les 4 silos, les 4 départements de xAI. Donc il y en a un, c'est le texte et la voix, l'autre c'est le code, le troisième c'est en gros métaverse, jeux vidéo, création de monde en 3D, etc. Et le dernier, c'est ça qui relie à ce dont on parlait, c'est MacroHard, donc jeu de mots vis-à-vis de Microsoft. Et qu'est-ce que fait MacroHard? C'est qu'il remplace des entreprises en entier. C'est comme ça qu'ils le décrivent. Et donc, c'est littéralement fabriquer des logiciels qui sont capables d'aller interagir avec les vieux logiciels d'hier, parce que justement, on va pas les remplacer tout de suite. Ouais. Et donc, si jamais Elon s'embête à faire une des 4 départements de xAI à jeu égal, et même en présentant plutôt MacroHard comme plutôt pas le moins important des 4, c'est que il pense pas que Salesforce et SAP vont s'envoler après-demain, quoi. Ça va prendre un moment quand même. Eh ben, tu me fais une transition parfaite. On va parler justement d'Elon Musk. On va parler de l'acquisition de xAI par SpaceX. Restez avec nous parce que là, on est face peut-être à l'opération la plus incroyable qu'on ait vécue dans l'histoire récente. Une fusion, une acquisition entre 2 géants et un marché qui devient effectivement colossal. On en parle tout de suite dans Silicon Carnet. « 1250 milliards de dollars ». C'est la valorisation de SpaceX après sa fusion avec xAI, une opération entièrement en action, bien évidemment, qui devient la plus importante fusion jamais réalisée. Alors, pour donner un ordre de grandeur, cette valorisation, ça dépasse le PIB de la Suisse. On est 1250 milliards, c'est pas rien, et je suis pas en train de parler du Burkina Faso. L'an dernier, xAI avait déjà absorbé X, anciennement Twitter, pour 44 milliards de dollars. Et avec cette nouvelle opération, SpaceX xAI se retrouve désormais intégré au sein d'un même ensemble. Moi, ma prédiction, c'est que je pense que tout va fusionner. Je pense que le père Musk, il est parti. Le gros morceau, c'est Tesla qui reste. Mais je pense que vu la vision du bonhomme, et on va rentrer dans le détail, restez avec nous,
pour essayer de comprendre un peu la vision du bonhomme, et tu en as donné quelques clés tout à l'heure, Pierre. Et je pense que dans les 2 ans qui viennent, tout sera sous le même toit. Ce rapprochement, il n'est pas anodin. Elon Musk affirme que d'ici 30 à 36 mois, alors bon, je sais ce que vous allez me dire. Les échéances données par Elon Musk, on sait jamais. D'ailleurs, j'ai un point là-dessus qui est très intéressant parce que je l'ai entendu dans une interview. Il disait un truc intéressant, le père Musk, il disait, voilà, moi je suis vraiment, je travaille sur des hypothèses qui sont hyper risquées pour faire sauter les verrous dans les projets sur lesquels je travaille, et on a 50% de chance que notre hypothèse pour accélérer fonctionne. Donc du coup, effectivement, dans 50% de cas, ça ne marche pas. Et donc, dans 50% des cas, je suis en retard sur ce que j'avais annoncé, parce que quand je l'annonce, je pars de l'hypothèse que notre hypothèse de travail va fonctionner. Et donc, non, comme c'est des solutions qui sont hyper risquées, elles fonctionnent pas toujours. Et donc, c'est pour ça que je suis une fois sur 2 à la rue. Là, il nous dit, dans 30 à 36 mois, l'espace pourrait devenir l'endroit le plus économiquement pertinent pour opérer des infrastructures IA. Bon, en gros, l'objectif, il veut fabriquer des centres de données orbitaux alimentés par l'énergie solaire qui va reposer sur des constellations de satellites à très grande échelle. Il parle de 1 million de satellites. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il y a combien de Starlink aujourd'hui dans l'espace 8-9 000, non? 8-9 000, je crois, effectivement. Donc là, on est à une échelle encore démesurée. Et bien évidemment, ce projet suscite pas mal de scepticisme sur un plan technologique, mais je pense que la question, elle est plus sur un plan stratégique et politique. C'est qu'est-ce qu'est en train de faire le père Elon Musk? Peut-être vous avez une réponse. Bon, alors il pense, à tort ou à raison, sur des sujets technologiques comme ça dont il est expert a priori. Moi, j'ai plutôt envie de penser à raison, mais j'en sais rien. Que la meilleure façon de solve le sujet, d'une part de la source d'énergie et d'autre part de tout le monde t'embête quand tu veux construire un data center, c'est de les mettre dans l'espace. Et donc comme ça, l'énergie est limitée avec le soleil. Il n'y a pas d'écolo dans l'espace, c'est ça? Pas emmerdé par les écolos. Il y a personne pour les entendre crier. Ouais. Et donc il pense que c'est la bonne option, d'autant plus en les faisant en swarm, donc en petites unités. Comme ça, quand il y en a un qui se fait shooter par une météorite, c'est pas grave, on le remplace, on les agglutine, on les déglutine, etc. Bon. Ensuite, donc ça, pourquoi pas? Ensuite, pourquoi est-ce qu'il a fait cette fusion? Je pense qu'en fait, il y a un sujet très technique qu'on voit pas, c'est qu'à partir du moment où une boîte est cotée, et surtout qu'elle est grosse et que c'est aux US, ça devient un enfer et tu peux plus rien faire. Tu bouges une oreille, t'as 200 mecs qui font une class action. Donc, comme SpaceX va être bientôt coté, si tu veux faire un truc matériel sur SpaceX, c'est maintenant ou jamais. Et donc, ça vaut le coup de se demander, j'imagine, quand on est à sa place, est-ce que j'aurais pas envie de faire un truc sur SpaceX avant qu'il soit trop tard? Et donc, c'est quoi le long terme de SpaceX? C'est du coup de fabriquer ces data centers dans l'espace, puisque comme on l'a dit, si ça fait partie du futur, il est bien évident que SpaceX va devoir le faire pour 2 raisons. La première, c'est que ça sera nécessaire pour xAI et pour les autres, mais en premier lieu pour xAI. Et la deuxième, c'est que pour financer Mars, Starlink, ça a l'air, c'est bien, mais c'est un début, et que un truc qui peut rapporter 1000 fois plus que Starlink, c'est peut-être pas mal pour financer Mars, qui est quand même le truc. Il y croit encore à Mars? Je pense, ouais. Alors, il a mis. J'ai entendu parler de la Lune là maintenant. Il parlait moins. Je trouve qu'il parle un peu moins de Mars. Il parle de plus en plus de la Lune. Je sais pas ce qu'il veut foutre sur la Lune, quoi. Démarrer pour aller sur Mars. Ouais, peut-être. Ouais, je sais pas. Alors, on va pas devenir interplanétaire en vivant sur la Lune, ne serait-ce qu'à cause de la gravité, ça marche pas. Donc. Non, mais ce qui est intéressant dans la vision de Musk, c'est que je pense que de façon plus métaphysique, je pense que Musk veut être celui qui va permettre à l'espèce humaine de maîtriser une autre planète, en l'occurrence le Soleil, et d'avoir un contrôle en fait de l'énergie à travers le Soleil. Il l'a toujours dit ça. Il a toujours dit attendez, on s'emmerde sur Terre et on se fait des nœuds au cerveau alors qu'on a une source d'énergie pratiquement inépuisable juste à côté de nous, et que pour la première fois l'humanité va être capable d'utiliser de façon à grande échelle. Mais on en avait parlé une fois dans un épisode de l'échelle de Kardashev, qui est sur l'évolution des civilisations, sur leur capacité à utiliser leur étoile pour générer de l'énergie illimitée, etc. Et je pense que voilà, on l'a déjà dit, mais Musk
c'est quelqu'un qui, avec ses entreprises et sa richesse personnelle, il va se rapprocher pas loin de, tu vois, du PIB de la France. Enfin, voilà. En gros, Musk Enterprise, ou ça va s'appeler Musk peut-être le logo. Musk Empire. Musk Empire. Je sais pas, le stock, il s'appellera peut-être Musk, tu vois. Donc c'est quelqu'un qui a dépassé largement les considérations économiques, même si bien sûr, je pense que c'est maintenant les considérations plutôt sur le pouvoir déjà, parce qu'en fait quand tu as cette force de frappe à tous les niveaux de l'économie, tu peux faire ce que tu veux. Et il est inspiré par des gars comme aux États-Unis, tu sais, on avait c'était il y a 100 ans, Andrew Carnegie, tu vois, qui a fait toute l'industrie du métal, les chemins de fer, etc., et qui est devenu historiquement un des personnages les plus riches des États-Unis, et qui en fait, quand tu lis son histoire, après ça devient plus du tout des considérations de dire je vais en bourse, je deviens l'homme le plus riche sur Terre, etc. Tout ça, il l'a fait. Donc maintenant, en effet, ça va être comment je mets mes premiers robots Optimus dans l'espace pour construire des data centers pour ensuite arriver sur Mars. Moi, je suis persuadé qu'il est encore sur cette histoire d'interplanétaire. Et donc, à voir si Tesla, il va réussir à l'intégrer. Ça, c'est compliqué, par contre. Elon Musk, il a des moments de haut et des moments de bas. Donc, il y a des moments où il est vraiment au taquet et il y a des moments où il dit que pendant un meeting, il peut être pas là pendant 1h30, 2 heures. Et il y a des gens qui disent c'est pas le moment d'aller lui parler, c'est compliqué. Il peut complètement se perdre. Il y a aussi des moments où, quand il a des moments de bas en meeting, c'est genre, il peut arriver au stade où il n'arrive pas à ouvrir un lien sur son téléphone portable. C'est-à-dire tellement c'est tapé, quoi. Et sachant que sur les dernières années, les hauts et les bas se sont un petit peu plus alternés, tu vois. J'ai pas des infos sur les 12 derniers mois. Mais du coup, ce que ça nous apprend sur le personnage, c'est que il est toujours à la limite, d'un point de vue technologique et d'un point de vue perso. Et du coup, quand il nous dit qu'il veut faire des data centers dans l'espace et utiliser le lumière du soleil, l'énergie illimitée du soleil, moi, ce que ça m'inspire, c'est complètement fou. Et en fait, le mec double down à chaque fois. Mais il a quand même double down avec plusieurs boîtes. Dans certains cas, ça a marché, dans certains cas, ça n'a pas marché, tu vois. Et du coup, moi, je suis un peu dans cette position où, comme c'est Elon Musk, ce serait n'importe quel autre mec. Il y a des mecs qui ont fait des articles en entier pour expliquer que c'était pas possible, mais comme à l'époque, il y a des gens qui ont expliqué que faire atterrir des fusées, c'était complètement débile. Et ce que tu dis, cette alternative, il y a d'autres choses il a pensé que ça arriverait, ça n'est jamais arrivé, tu vois. Donc du coup, moi, je suis un peu dans cet état-là. Je pense quand même c'est un excellent communicant, et je pense que le fait d'axer sur la Lune, je pense qu'il se rend compte que c'est un milestone qui peut atteindre plus rapidement, et que ça va être quand même plus facile, et que comment dire, sur la partie robot aussi, il se rend compte que Tesla est un peu en train de dévisser, et quand il dit on va switch énormément de lignes de production pour faire Optimus. Il a supprimé 2 lignes de production de véhicules pour faire du Optimus. Ouais. Exactement. Ça c'est pareil. C'est à la fois c'est du génie, genre je double down, mais à la fois c'est aussi de la communication. C'est-à-dire là, il est en train de recréer un narratif. On avait commencé à dire que Tesla, Elon Musk, etc. Et là il remet un coup de vision. Ouais. Il fait remet toujours un ça. coup de vision. Ouais. Il fait toujours ça. En fait, il va te ressortir le truc du chapeau pour que la carotte, pour que tu ailles, tu vois, dans 5 ans et te projeter, et donc que la valeur de son empire continue à grossir et que ça finance le projet final. Et je pense que le projet final, qu'est-ce qu'il y a de plus? Peut-être il y a la vie éternelle, ça peut être un truc, mais je pense que l'interplanétaire, il essaie de capter cette valeur, et toujours, il est très très bon. Il va faire d'ailleurs, je déjeunais avec Karim Bousta hier, et il me disait que, cool. Tu sais, il est à Miami souvent, donc c'est, voilà. Et il parlait d'un exemple où justement dans un call, je pense qu'il en parlait aussi dans l'épisode, c'est dans un call avec des investisseurs, etc. Il sort un truc de son chapeau, et les investisseurs, ils sont tout excités, alors qu'ils étaient dans leur tête, peut-être avant le call, les investisseurs, ils disaient, vas-y, on va pas lui redonner, on va l'action Tesla, ça va pas bien, etc. Et en fait, c'est cette capacité de communicant, mais à la fois de visionnaire, parce qu'en fait, il te sort un truc quand même que, genre, voilà. Pardon, mais là, vous faites comme si le projet de Tesla avait échoué et qu'il voulait changer de sujet. Alors que justement, il est arrivé au bout du projet de Tesla. Les voitures n'ont plus de volant, c'est fini. Et donc voilà, c'est fait. Et il passe au truc d'après, quoi. Next. Vite fait, les voitures n'ont plus de volant. Si, les robots taxis, c'est fou. Il a raison. Waymo, il y a un volant, mais il sert à rien. C'est complètement débile. Oui. Il y a un téléopérateur.
Non, mais surtout, justement, non, mais Waymo, attends, et Greg, sur Waymo, il y a un téléopérateur pour des raisons de sécurité, Ouais. bien évidemment, Ouais, mais ça a des il problèmes. est Non, mais utilisé dans moins de 2 à 3% non, des mais cas. surtout, hein. Waymo, c'est- il a non, eu mais la je suis peau de pas- Waymo. Ça vaut plus rien. Et justement, parce qu'ils ont la mauvaise techno, ils ont des lidars, des téléopérateurs, etc. C'est fini, Waymo. Justement, c'est que les robotaxis Tesla avec la techno vidéo qui marche canon. Et donc, c'est qu'une question de dérégulation et de propagation avant qu'il y ait plus que ça sur les routes. Et justement, non seulement il a eu il a gagné le sujet, les voitures n'ont plus besoin de volant, et en plus la technologie concurrente Waymo qui disait nous on va le faire d'une autre façon et ça sera mieux, et en semi-faillite. Les transactions qui a eu lieu là récemment, c'est une blague la valo sur lequel ça s'est passé. Donc c'est une victoire totale et complète. Donc ouais, il passe à autre chose quoi. Et il laisse la place à BYD sur un marché qui, pour lui, de toute façon, va disparaître. Donc, c'est ça ce qui se dit, quoi. En fait, se dit, Bah ouais. les gens disent BYD, c'est mieux que Tesla. Oui, mais ok, mais le fait de conduire une bagnole, c'est obsolète, quoi. C'est, voilà ce qui se dit, c'est qu'il faut se positionner sur le truc. Ce que je trouve très intéressant dans la fusion aussi de SpaceX et de xAI, c'est que quand on regarde sur un plan économique, il est en train de fusionner les deux plus gros marchés mondiaux. Le marché de l'espace et le marché de l'intelligence artificielle. S'il réussit son pari, c'est absolument colossal en termes de taille de marché. Et on le sait, le goulot d'étranglement aujourd'hui de l'intelligence artificielle, c'est pas le logiciel, c'est l'énergie. Donc celui qui arrivera à dépasser ce goulot d'étranglement énergétique, il aura gagné la bataille de l'intelligence artificielle. Je montre juste, Pierre, je sais pas si tu as vu, il y a eu un petit tacle là de notre président Macron qui a essayé de tacler Elon Musk. Il faut se lever tôt quand même. Ouais. Il a expliqué que, en gros, si Starlink marchait aussi bien, ou SpaceX, c'est parce que il avait touché beaucoup d'argent de l'État américain et que sans cet argent-là, Starlink serait nulle part. Elon Musk lui a répondu. Tu as vu ça? Ouais, j'ai été hyper choqué par ça et terrifié aussi honnêtement. Explique. Je montre les tweets là à l'écran, mais explique pour ceux qui nous écoutent en audio. J'ai vraiment été terrifié. Donc donc ce que Musk a répondu, bon d'abord c'est faux. Donc c'est carrément là la désinformation qui tourne à plein régime et ça dérange personne. Donc Qu'est-ce qui est faux, Pierre? Donc quand on additionne le chiffre d'affaires et les subventions reçues par Tesla et SpaceX dans leur histoire, c'est 38 milliards. Ça correspond à 1% des 2,6 trilliards de valorisation de ces deux sociétés. Donc de dire que c'est l'argent de l'État, déjà 1%, intuitivement, on peut se dire que c'est pas grand-chose. Et par contre, quand on compare à que ce soit les grosses boîtes d'aéronautique US ou européennes, Boeing, etc. d'un côté, ou de Lockheed, ou de l'autre en Europe, évidemment, Ariane et compagnie, c'est même pas supérieur. C'est même pas qu'on est à 100%. C'est l'ordre de grandeur, c'est 500%. On leur a donné en argent public, que ça soit en commande ou en subvention, 5, 4, 5, 6, 7 fois plus que la valeur actuelle de ces boîtes. Donc ça déjà, c'est faux. Donc déjà, depuis quand le président s'amuse à dire des mensonges comme ça, je ne sais pas. Depuis un petit bout de temps quand même. Oui, peut-être. Et là où moi ça me fait vraiment très peur et où ça m'a beaucoup choqué, c'est que j'ai la faiblesse de croire qu'un mensonge aussi énorme, il le fait pas consciemment, qu'il se dit pas je suis en train de mentir. Je veux bien lui donner ça. Ça serait une contre-vérité alors. Mais c'est encore plus grave. C'est qu'en fait, c'est symptomatique de la façon de penser des bureaucrates qui nous gouvernent. Dans sa tête, c'est si ce mec-là a fait un truc dingue, c'est forcément parce qu'il a eu plein de subventions. C'est pas possible autrement, puisque ça n'est que avec des subventions qu'on peut faire des choses, c'est connu. Et d'ailleurs, dans la version complète de l'intervention du président, donc il dit, il a fait tout ça grâce à des subventions, mais ne vous y trompez pas, je trouve ça génial, et ça veut bien dire qu'il faut que nous, on donne plus de subventions en Europe pour qu'on puisse faire comme des Musk. Et donc il réussit par une pirouette absolument extraordinaire à montrer que d'abord il comprend même pas un peu qu'est-ce qui permet de produire des miracles comme celui-là, et ensuite il finit par, et du coup ce que j'en conclus, c'est faut qu'on fasse encore plus d'impôts pour donner encore plus de subventions. C'est quand même à des gens comme tu disais, Ariane, Airbus ou j'en sais pas, toutes ces sociétés là qui n'en feront rien de ces subventions, parce que de toute façon c'est les mêmes qui disaient envoyer une fusée dans l'espace qui revient sur Terre, ça ne marchera jamais.
Donc c'est à eux qu'il veut donner des subventions, hein, on est bien d'accord. Ben oui, parce que c'est dans ce logiciel-là, c'est absolument impensable. Ce qui est pourtant l'histoire, c'est même pas les manuels d'histoire, c'est les journaux. En tout cas, l'observation de l'actualité économique des 50 dernières années, c'est ce qui produit ce genre de miracle capitalistique et technologique. C'est un individu extraordinaire qui inspire derrière lui plein d'individus extraordinaires pour construire des choses extraordinaires. C'est pas et ça à chaque fois ça repose sur des individus, des individualités, des gens spéciaux. Mais sauf que la doctrine bureaucratique, elle déteste la notion d'individu. Elle la refuse. Et du coup, ils comprennent pas. Et ils en arrivent à l'aveu de faiblesse totale de dire bon bah on va jeter encore plus de subventions, peut-être que cette fois-ci ça va marcher. En fait, ce qui manque en Europe et en France en particulier, c'est pas plus d'argent, c'est plus d'Elon Musk, quoi. Ou de figures comme Elon Musk. Et sauf que quand tu fais l'affront de penser ne serait-ce que un petit peu 3% comme Elon Musk en France ou en Europe, tu te rends compte que tout se devient compliqué, les portes se ferment, l'argent public s'écarte. Et donc après on se demande comment ça se fait qu'on n'ait pas des Tesla ou autres. Allez, je vous propose qu'on finisse ce Silicon Carnet avec un sujet qui n'a pas grand-chose à voir, quoique c'est les Epstein Files. Elles sont en train d'éclabousser toute la Silicon Valley. On ne peut pas, dans Silicon Carnet, ne pas évoquer l'impact des Epstein Files sur la Silicon Valley. On en parle tout de suite. Alors, restez avec nous. Restez avec nous parce que c'est le dernier sujet de Silicon Carnet. Mais ouais, mais moi je suis pas dans les Epstein Files. Du coup, je me dis, en fait, je pense que si t'es pas dans les Epstein Files, c'est que t'es un nobody, quoi. Non mais t'as pas, mais comme si Sarkozy, non mais je trouve ça hyper triste. Tu t'es pas fait call DM par Epstein. Je suis une merde. Epstein, c'est quelque part dans ta vie, t'as loupé quelque chose. T'as pas une Rolex à 50 ans, quoi. Ouais. Non, j'ai pas 40. de Rolex. Je suis pas dans les Epstein Files. Pourtant, il y a 3,5 millions de pages qui ont été publiées. C'est la Carlos. Et je ne suis rien. Je ne suis qu'une merde sur une pelle en bois, comme dirait le professeur dans Silicon Carnet. Ok, donc ça s'est passé le vendredi 30 janvier. Il y a le département de justice américain qui a publié ce qu'on appelle le Epstein Files Transparency Act. Ils ont publié tous les emails, tous les SMS, tous les calendriers, les photos, et la Silicon Valley n'est pas épargnée. On apprend que Reid Hoffman, c'est très intéressant, Reid Hoffman. Hein. Reid Hoffman, c'est il faisait partie de la PayPal Mafia, un proche de Elon Musk d'ailleurs à l'époque. Bon, ils s'entendent pas très très bien. Reid Hoffman, c'est le fondateur aussi de LinkedIn, qui a été aussi un grand opposant. Il est responsable de tous les postes de Grégoire, hein, donc c'était déjà on pouvait voir que c'était un mec bizarre. Il a prononcé mon nom dans un podcast, ok, avec Mathieu Stéphanie. Donc moi Ah bon? Say my name. Grégoire Gambato. You're goddamn right. Ah ouais? Non, mais c'est Mathieu Stéphanie qui lui a parlé de moi, bien sûr que le mec. C'est le patron. C'est le patron de Greg Gambato. Et on apprend que Reid Hoffman, cette figure presque, parce que vous savez, dans la Silicon Valley, il y a la dark Silicon Valley et puis il y a la white Silicon Valley. Bon, bah, Reid Hoffman, c'est un peu Saint-Augustin, quoi. Tu vois, c'est le personnage qui semblait absolument intouchable. Eh bien, on apprend qu'il a fait un voyage sur l'île privée d'Epstein, et qu'il a financé, alors qu'il finançait les campagnes de Trump. Bill Gates, également. Alors, on apprend là, c'est peut-être celui qui est le plus éclaboussé d'ailleurs. On apprend qu'il a entretenu une relation très poussée avec Epstein pendant plus de 3 ans. Et c'est intéressant parce que cette relation, elle s'est passée après sa condamnation, puisque Epstein avait été condamné en 2008 pour sollicitation de prostituées mineures. Et puis notre père Elon Musk, il y est lui dans les Epstein Files. On voit que Elon Musk et Mark Zuckerberg d'ailleurs ont dîné avec Epstein à Palo Alto. Donc voilà, en gros, c'est assez intéressant. On se rend compte que tout d'un coup, tout le monde mouillé avec ce mec peu recommandable. Votre réaction par rapport à ça? Moi, j'ai une question. Hoffman, il était pas LP dans Refiners par hasard? Il y avait pas un truc comme ça? Enfoiré. Moi non mais en fait je vais exprimer mon point de vue. Je vais exprimer mon point de vue sur ça. Mais en plus je savais pas, mais il me semblait qu'il y avait une relation avec Géraldine
enfin une relation professionnelle, etc. Mais je veux dire, Wow. pour moi, c'est quelqu'un. C'était un Noël. C'est un LP, ouais, voilà. Mais il y en a d'autres. Exactement. Mais en les fait, Epstein Files aussi qui sont exactement. LP. Donc, moi, je pense que ce truc-là, qu'est-ce que ça montre par rapport à la Silicon Valley? Ça montre que la Silicon Valley est un endroit qui est complètement, tu peux pas du tout l'éviter. C'est un centre de gravité politique, de pouvoir, d'argent. Et donc, forcément, il y a des loups comme ça. Donc, ce gros pervers là dont on parle, parce que lui, les faits sont avérés. Il faut aussi savoir que quand il y a beaucoup d'argent, beaucoup de pouvoir, ben, des gens ils perdent la tête et ils font des trucs très bizarres. Mais donc, ça nous dit quelque chose que la Silicon Valley attire. Et donc, tu as plein de gens de toute façon qui vont à San Francisco, qui deviennent très gros et qui font des choses horribles. Mais tu as aussi des plus petits qui tournent autour de cet écosystème et qui viennent gratter plein de choses. Moi, ce que je dis à l'audience, aux startups, etc., faut faire des due diligence en permanence avec qui on bosse. Que ça soit quand on recrute, on fait souvent des trucs, des recherches, des références codes. Ouais, mais Angie, quand t'as Reid Hoffman qui te propose d'investir dans ta startup. Mais il est Tu fais une due deal. Non, mais peut-être peut-être qu'il est complètement innocent. En fait, ce que je parle pas de. En fait, c'est Reid Hoffman qui aurait dû faire la due deal, je pense, sur ce personnage, tu vois. Et là, ils vont dire tous, tu vois, avec Jason Calacanis, pareil, Donald Trump, bon, il y a tout son nom qui est complètement enlevé de partout dans les files. D'ailleurs, il y a des petits geeks là qui ont trouvé comment les files ils étaient redacted et pourquoi il y a des morceaux qui sont en black partout là. Et en fait, c'est donc Reid Hoffman, il doit absolument pas parler à ce mec-là. Et en effet, toi, t'es GP chez Refiners, Reid Hoffman il vient, fondateur de LinkedIn, bien sûr tu le prends. Et nous, on a les mêmes sujets, tu vois, quand t'es chez YC, ils te le disent, ils te disent, vous allez faire des modèles, vous allez avoir plein de gens qui vont vous contacter et tu vas avoir des gens par exemple des Russes, des Chinois, tu vois, et donc ils te disent tout de suite. Qui sont ces gens-là. Et tu sais pas qui sont ces gens. Donc que ça soit un scandale sexuel ou que ça soit de l'argent sale et autres, il faut essayer de faire un peu de due deal, ouais. Bah d'ailleurs, Grégoire, il a failli pas prendre quand je lui ai proposé de l'argent. Ouais, moi j'ai vu Pierre, j'étais en mode, j'ai vu sa réputation, etc. Hyper désagréable. Non, mais en vrai, le truc, c'est que enfin, en fait, moi, ça me fait rire, c'est que je vois ce qu'a fait Epstein, et en fait, c'est un mécanisme qui est très courant. Alors, qui est le mec, en fait, a trouvé un asset. Il y a des gens, ils vous invitent dans un restaurant. Il y a des gens, ils ont découvert qu'en vous invitant au club de vol de Berkeley, ça vous permettait de faire du réseau. Il y a des gens qui se rendent compte qu'en fait, ils jouent avec leur hélico. Il y a des VC vous proposent d'aller faire un tour en hélico, comme ça, ils discutent, et après, ils arrivent à rentrer dans les deals. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Pas toujours, etc. Mais je parlais avec un mec qui est growth dans une boîte qui vaut 6 milliards. Il me disait, nous, aujourd'hui, on gagne la plupart de nos deals enterprise, parce qu'en fait, les gens, à tous les salons, on leur propose de venir avec nous en jet. Et du coup, c'est sympa, etc. Et du coup, les mecs, ils disent, on a un asset, on a un jet qui ne coûte pas très cher. Et en fait, en coût d'acquisition, ça nous coûte moins cher de dépenser sur des trajets courts de 2-3 heures. Le jet, ça coûte pas très cher. T'as 10 personnes, ça te fait un event qui coûte 20K. Et en fait, ça coûte même moins cher que de faire un super resto à San Francisco, de les faire venir en jet, alors que le truc est ouf. Le dire, c'est que tout le monde cherche quel est mon actif. Les hyperconnecteurs ici, ils cherchent quel est leur actif et ils essaient d'inviter des gens autour d'eux. Et ils collent DM des gens, ils demandent des intros, etc. Et en fait, Epstein, il a juste fait ça avec à grande échelle, en étant avec un truc de gros pervers, tu vois. Et du coup, juste, tu te dis, mais moi, quand je voyais son mécanisme, je voyais ses emails, etc. Je me disais, ouais, bah c'est exactement ce mécanisme-là, mais poussé à son paroxysme. Alors Pierre, on te pose la question à toi. Pierre, on te pose la question à toi. À Paris, ça se passe comme ça. Vous avez des hyper-connecteurs qui vous invitent dans des soirées absolument incroyables. Oui, bien sûr. Non, mais c'est le tarif standard. D'ailleurs, Grégoire peut témoigner. Dès que une term sheet est signée, il y a la soirée caviar et champagne. Masqué. Non. Alors, je suis content de l'apprendre. C'est quand? T'as pas été invité, Greg. T'as pas été invité à ces soirées. Non, mais ça montre le disconnect entre la Silicon Valley, la démesure de la Silicon Valley et la France, quoi. C'est-à-dire que il y a pas ça, il y a pas ce niveau de tension là, sans parler des trucs à la Epstein, mais les VC qui, je sais pas, offrent 2 kilos de caviar ou une bagnole ou machin. Ça d'abord, je pense que ça existe pas si souvent que ça dans la vallée. Ça existe de temps en temps. Et pour le coup, à Paris, c'est jamais arrivé. Le max qui a pu se passer, c'est
un VC anglais qui prend l'Eurostar au débeauté pour aller en bas du bureau du founder et qui va sonner sans avoir été invité, quoi. Je pense que c'est le max. Ah ouais, Wow. c'est chaud. Ok, c'est chaud. Mais, Ils ont battu non, en moi termes sur Epstein, il y a un angle que je trouve intéressant pour au-delà du détail de il a écrit quoi sur qui, avec qui, machin. C'est j'ai vraiment hâte de voir le film parce que ça va être un super film et s'il est bien fait, parce qu'en fait finalement ce type-là c'était un dark entrepreneur de la libido, du vice. C'était un entrepreneur du vice, quoi. Donc en gros, il proposait aux gens make things people want, ce que les humains veulent fondamentalement, donc du sexe, de l'argent, du pouvoir, éventuellement même de façon beaucoup plus marginale des idées nouvelles, parce qu'on voit en lisant les emails que quand il y avait un mec qui pondait une idée nouvelle, ça l'intéressait de le rencontrer et machin. Il a été un des premiers investisseurs dans le Bitcoin, hein. Exactement. 2011. Et donc il proposait aux gens ces quatre choses qui sont toujours pareil, les trois libidos de Saint-Augustin, le sexe et l'argent étant dans la même case. Et donc ça a appâté les gens et ça lui permettait d'obtenir encore plus de ces choses-là et pour appâter encore plus et ainsi de suite. Donc c'était vraiment un entrepreneur du vice. Et c'est pour ça le film est prometteur. Je sais pas si vous avez regardé, donc il y a un site qui s'appelle gmail.world, qui a, donc c'est 2-3 gars, qui ont récupéré tous les fichiers et qu'ils ont indexés dans une interface de type Gmail. Donc vous avez aussi Gemini, donc voilà. Donc vous avez les photos, etc. Et en fait, c'est assez intéressant parce que comme tu dis Pierre, J pour Jeffrey, hein, on est bien pour d'accord. Jeffrey, ouais, exactement. Ouais. Et c'est assez intéressant parce que tu tapes par exemple Angel List. Tu tapes Angel List et tu vois tout un tas de SPV, de deals en fait qui sont sur Angel List que des gens lui proposent et disent ouais on est en train de lever, etc. Donc ça montre exactement ce que tu dis. C'est le connecteur ultime qui a accès en fait à plein de gens et donc les gens vont aller chercher. Donc ça opère comme un aimant. Et donc quand c'est un aimant à merde, excusez-moi de le dire, voilà. Donc, et tu ne sais pas au début. Et tu ne sais pas au début donc. Ouais, et ça montre aussi un autre truc, ça montre aussi comment fonctionnent les États-Unis. C'est un fonctionnement qui est beaucoup plus a posteriori que a priori. C'est-à-dire qu'on croit, on pourrait même penser à une forme de naïveté. C'est-à-dire que il y a une énergie, il se passe quelque chose, t'es entouré de gens, nanana, les gens se posent pas trop de questions. Par contre, quand the shit hit the fan et que t'as été dans ce truc-là, c'était, je pense à Sam Bankman par exemple, de FTX ou des gens comme ça, ou même Elizabeth Holmes. Même si c'était pas vraiment un projet de la Silicon Valley, il y a toujours ce truc là, quoi. C'est que jusque là tout va bien, mais putain quand ça pète, et là Epstein, ça pète et ça éclabousse effectivement la Silicon Valley. Je remarque aussi un truc, c'est que ces files, tu l'as dit, ils sont édités par le département de justice. On voit bien que là Trump, il a pas surligné en black Reid Hoffman, hein, il l'a laissé bien visible. Et ça, c'est intéressant de voir les gens qu'il a laissés lisibles et les gens qu'il n'a pas et qu'il a demandé en revanche à protéger. À l'inverse, dans les médias et dans les médias mainstream, New York Times est en train de faire un travail remarquable et les autres chaînes aussi, d'autres médias aussi aux États-Unis. Mais je remarque que c'est l'inverse, c'est-à-dire que au contraire, quand tu lis les articles du New York Times, c'est pas Reid Hoffman qui est en premier, hein. C'est pas ces gens-là. Ils mettent Musk, ils mettent Zuckerberg, etc. Donc là aussi, ça montre bien aussi la tension qui existe aussi dans nos sociétés entre deux camps ultra polarisés, quoi. Et je pense que ces fichiers Epstein, hein, vont peut-être coûter, hein, d'ailleurs, les midterms à Donald Trump, hein, parce que ce que tout le monde redoutait. Et c'est pas simplement les MAGA, hein, je parle pas de QAnon et tous les FADA, quoi, mais les républicains et y compris les indépendants, les modérés, qui sont très importants parce qu'on rappelle que Donald Trump s'est fait élire grâce au vote des modérés et des indépendants qui représentent 35% des votants aux États-Unis. Là, il risque de perdre ce soutien-là. Il fait une politique qui est une politique MAGA. Il a eu du mal à gérer ces files Epstein, qu'il a mis en porte-à-faux, y compris avec sa base MAGA. Mais là, les modérés, je pense que
il les a perdus définitivement. Pour le coup, les fichiers Epstein sont beaucoup plus, il me semble-t-il, graves pour les démocrates que pour les républicains. Trump, En termes de personnes impliquées, tu veux dire? Ouais, ouais. Trump, a priori, Trump, il a rien fait. Dès 2000, il voulait plus approcher quand il a capté le truc. Musk, pareil, il est jamais allé sur l'île. Et pourquoi? Parce qu'il avait pas compris le principe. Du coup, il voulait chaque fois y aller avec sa femme. Et du coup, Epstein disait non, t'as pas compris. Vous connaissez ma femme? Oui, chef. Elle est belle, hein? Oui, chef. Très bien. Et donc, et ouais. Alors que par en plus que Musk, il a pas besoin de nouvelles femmes, il en a déjà 269 quoi. Donc il a vraiment une fraîcheur Elon Musk, je trouve. Ouais. Moi je pense qu'il faut être un peu naïf pour penser que les files qui sortent là sont la totalité des files et la rédaction elle est totale. Enfin c'est-à-dire que c'est évident que moi je m'en fous. En vrai, bon je suis américain maintenant, je sais pas pour qui je vais voter. Tu vis en Floride. Ouais, je vis en Floride. En plus, nous, à Miami, on est dans une bulle. Il y a que des républicains, mais la maire est démocrate, tu vois, donc c'est cool. Mais non, je pense vraiment que aujourd'hui, en effet, il y a une question politique. Tout va assez mal économiquement aux États-Unis. Les chiffres, on a parlé de la bourse, les chiffres des emplois. Il y a tout un tas de lois qui devaient être passées, qui ne passent pas. Par contre, ICE, il y a les images, etc. Donc, Trump a perdu les midterms selon beaucoup. Si tu regardes Kalshi et Enco, tu vois déjà que les odds, enfin les comment dire, les pourcentages en fait, les pronostics de perdre des midterms sont assez en défaveur de Trump. Et donc je pense que la première grande publication des fichiers est encore un petit peu tenue par les républicains. Qui sont plutôt pro Trump, qui l'ont pas encore totalement lâché, mais qu'il y aura d'autres publications qui seront beaucoup moins rédigées et là qui vont faire encore plus mal au camp républicain. Moi c'est parce que c'est ces gens de pouvoir quand ils sont dans des partis avec des gosses, il y a plus du tout de démocrates et républicains. En fait, on voit que d'accord, mais alors je veux dire, qui peut dire que qui sait qui est par définition caché, j'en sais pas plus que toi. Mais par contre, factuellement, dans ce qui a été publié jusqu'à maintenant, il me semble que c'est très matériellement plus défavorable aux démocrates qu'aux républicains. Donc lier les midterms mauvais pour le républicain à ça me paraît enfin, je vois pas le lien, en fait. Non, mais c'est ce que veut dire NG. Ce que veut dire NG, c'est que les élites, peu importe qu'elles soient républicaines ou démocrates, on s'en fout. Ce que ça veut dire, c'est que, il y a une sorte de déconnexion aujourd'hui avec ces élites-là. Et que on s'en fout finalement qu'il y ait plus de démocrates dans les files qu'il y ait de républicains. En gros, tous pourris, quoi. Tu vois, c'est un côté, le côté tous pourris, quoi. C'est ça. Ouais, non, et puis, non, mais pour reprendre, enfin, Pierre, t'as raison dans le sens où je pense que Trump aurait déjà potentiellement perdu les midterms sans ça enfin, après, c'est une théorie peut-être du complot, ou tu vois, ou de dire qu'en fait, ce qui est sorti là le 30 janvier n'est pas la totalité des fichiers, ou en tout cas la rédaction de certains noms qui sont mis en noir. Et comme je disais, en fait, il y a des nerds, il y a des communautés sur Reddit, etc., qui se sont amusés en fait à recomposer comment les règles de rédaction sont faites. Et par exemple, t'as un truc, c'est le DON espace T. Donc il y a des don't qui sont que tu vois dans les phrases qui sont rédigées. En fait, DON espace T, c'est Donald Trump aussi. Voilà, exactement. Donc je veux pas, mais ce que je veux dire en fait, c'est que c'est peut-être sa chance de pas être trop mouillé. Et je pense qu'il est pas trop mouillé parce que c'est de ce qu'on entend dire, c'est quand même quelqu'un qui est pas si con que ça. Et qui sait qu'il pourrait être compromis sur ce genre de choses. Donc, mais dans la terme de communication, il aura sûrement perdu les midterms en plus. Et ce qui risque de faire mal, on verra, hein, mais ce qui risque de faire mal aussi au-delà des Epstein Files, je fais une digression parce que je suis tombé sur ce rapport qui est super intéressant, c'est le rapport de Challenger Gray qui montre les licenciements aux États-Unis. Effectivement, t'as raison, NG, les chiffres sont pas bons, hein. Là, je vous les montre à l'écran. Janvier 2026, pardon. À la fin du mois de janvier 2026, on est sur 108 000 suppressions de jobs aux États-Unis. C'était 35 500 en décembre. Comparatif par rapport à l'année dernière, janvier 2025, c'était 49 795. Ce qui est intéressant, c'est de regarder les secteurs dans lesquels ces suppressions sont les plus fortes. Healthcare,
mais aussi la technologie, hein, donc voilà. Et puis le transport, c'est le premier en fait. Il y a aussi d'autres stats très intéressantes en regardant ça. J'ai mis en rouge. Regardez par région où est-ce que ça se passe. Ça se passe en majorité en Californie, à New York ensuite. Donc c'est dans les grandes mégalopoles, Michigan, Georgia dans le sud. C'est donc dans les grandes villes que ces suppressions d'emplois ont lieu le plus. Et on pourrait incriminer l'intelligence artificielle. Ce n'est pas encore le cas, puisque quand on regarde les chiffres, 7624 suppressions de jobs, c'est-à-dire 7% sur les 100 000 de janvier 2026, sont attribuées à l'intelligence artificielle. La raison numéro 1, c'est la perte de contrats, c'est-à-dire que l'économie, effectivement, les États-Unis manquent de compétitivité, perdent des contrats, les conditions économiques ne sont pas bonnes, c'est ça qui crée de la destruction de l'emploi. Mais je remarque quand même que c'est une progression de l'intelligence artificielle. Si on regarde constamment, quoi, en fait, sur ces chiffres-là. Mais c'est pas l'intelligence artificielle qui détruit aujourd'hui de l'emploi aux États-Unis, pas encore en tout cas. C'est vraiment la compétitivité économique. Non, c'est pas Jojo. Et pour finir sur les files, il y a 6 millions de fichiers, il y en a que 3 millions et demi qui ont été published. Donc on a encore des bonnes surprises pour voir si Carlos et ses copains sont dedans. Surprise, motherfucker! Des copains, oui, mais moi, non, je pense pas. Vous aurez pas de surprise là-dessus. Mais t'as vu, il y a des trucs de complot absolument incroyables. Il y a des images qui circulent comme quoi Epstein serait encore vivant, qui serait en Israël. Enfin bon, c'est formidable. Moi aussi, j'attends le film, comme tu dis, Pierre. Ça va être passionnant. Bon, merci messieurs pour cette conversation, c'était génial. Pierre, tu reviens quand tu veux. Avec plaisir. On fait comme à l'école des fans. Est-ce qu'on donne un 10 à Pierre? 10. Attendez, alors il y a toujours quelqu'un qui hésite, ça c'est l'opposition. Oui. Tu peux revenir quand tu veux. Tu as ton rond de serviette maintenant dans Silicon Carnet. Merci les amis d'avoir écouté cette émission. On vous donne rendez-vous dans quelques jours. C'est Silicon Carnet, c'est le mercredi et le samedi à 8h30. Et puis ne loupez pas le festin avec justement Pierre Entremont. On passe au grill les investisseurs et on les a passés comme jamais sur le grill. Allez, hasta luego amigos. Bye bye. Ciao.